Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain et sur les ondes de Radio Axe Sud pour un nouveau numéro de Zoom sur l'actu avec une nouvelle formule. À partir d'aujourd'hui, les chroniqueurs du Journal Toulousain seront face à une personnalité politique. Alors on inaugure cette nouvelle formule avec François Briançon. François Briançon, bonsoir. Bonsoir, et merci d'inaugurer avec moi. Alors, François Briançon, adjoint au maire de Toulouse, en charge des sports et des loisirs, des fêtes et des manifestations, également président du groupe socialiste, radical et républicain, et également membre du bureau de Toulouse Métropole, donc la communauté urbaine du Grand Toulouse. Autour de vous, François, tous les chroniqueurs du Journal Toulousain. Alors, il y a des mots d'excuses pour Pierre-Nicolas Bapt, le secrétaire départemental du Parti radical de gauche, et de l'ami de Stéphane Maumont, Patrick Aubin, le libéral de service, membre du bureau de l'UDI, qui est à Berlin ce soir. À Berlin, oui. Alors, on y va. Johan Rovita. Bonsoir Johan. Salut Thomas. Toujours conseiller national des jeunes populaires, les jeunes de l'UMP. Toujours. À chaque fois, je vous demande s'ils vont bien. Est-ce qu'ils vont bien ? Ça va, toujours. Rémi Vincent. Bonsoir. L'ami de Jean-Luc Moudenc. Non, il faut le dire, maintenant vous êtes de grands amis. Nous nous sommes copieusement frités, mais en tout respect politique et bloguesque. Donc, la dernière fois, vous nous aviez parlé de vos différences sur la vidéosurveillance. Depuis, il y a eu des différences sur un projet de loi. Rémi ? Oui, Monsieur Moudenc et son charmant avocat m'ont fait savoir qu'il remettait en question la façon que j'avais de traiter l'exposé des motifs d'une loi assez intéressante qu'a soutenue Jean-Luc Moudenc, qui visait à amnistier les exilés fiscaux, donc moralement inacceptable, économiquement inefficace et socialement injuste. Je me suis permis d'attaquer Sieur Moudenc sur mon blog et j'ai eu l'appel de son avocat, mais je pense pas qu'il y aura de suite. Stéphane Beaumont, universitaire, politologue, le politologue du Journal Toulousain, mais auteur de nombreux ouvrages, dont deux sont sortis récemment, Les présidents de la Ve République aux éditions Milan et la plus récente publication qui est une biographie de Raymond Soucaré. Biographie de Raymond Soucaré, sénateur de Lot-et-Garonne, intitulée Du terroir au Sénat, et qui montre qu'en Lot-et-Garonne, entre 81 et 2001, il y avait deux sénateurs. Celui qui était très connu, Jean-François Poncet, secrétaire général de l'Élysée, ministre des Affaires étrangères de Giscard, et qui a disparu l'année dernière en plein été. Et il fallait, selon moi, rendre également hommage à Raymond Soucaré, qui bientôt va avoir 90 ans, et qui a le cursus idéal du républicain de terroir. Et donc, c'est un radical de gauche qui est devenu radical tout court, et qui va bientôt fêter ses 90 ans dans une salle des fêtes, celle de son village. Il va atteindre 90 ans et il sera maire à 90 ans après 46 ans de mandat. Alors très bien Stéphane, alors comment on parlait de l'actualité de tout le monde, je voulais signaler également qu'au fin juin, il y aura un ouvrage qui paraîtra sur Napoléon. Signé Stéphane Beaumont. Bien sûr. Donc on parlait de Rémi Vincent qui est l'ami donc, de Jean-Luc Moudenc, mais Johan Rovita, lui, a signé aujourd'hui sur le site du Journal Toulousain un billet sur Christophe Borgel cette fois-ci. Ouais. Donc Johan, tu es le meilleur ami de Christophe Borgel. C'est ça, moi j'ai pas eu d'appel de son avocat, mais il serait tardé à mon avis. Bon, on y va avec des sujets bien sûr nationaux et des sujets locaux comme d'habitude. On va parler des 1 an de François Hollande, on va parler de l'austérité, mais on passera plus de temps quand même à parler du local et justement de l'importance qu'a pris la communication politique au niveau local où tout le monde s'envoie des tweets. Johan d'ailleurs et François s'invectivent parfois par tweet. Une fois, oui. Ouais, il m'avait énervé, mais bon. On en parlera après. Et on parlera bien sûr des élections municipales. Alors on y va de suite avec le national. Messieurs, je vous laisse la parole pour interroger François Briançon. Stéphane. Oui, dans Le Monde d'aujourd'hui et à TF1 hier soir avec Claire Chazal, Ségolène Royal a fait savoir qu'il fallait que François Hollande accélère. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison de le dire et qu'elle a raison d'être l'aiguillon de François Hollande, son ancien compagnon? Elle l'a déjà été, Stéphane. Comment? L'aiguillon de François Hollande, elle l'a déjà été. Oui, non, mais là, elle dit notamment qu'il fallait réformer par ordonnance dès le début. Et puisque François Hollande a raté les 100 premiers jours de la première année,
elle lui dit « Réussissons les 100 premiers jours de la deuxième année », ce qui est faire preuve d'originalité, même si le même tailleur Chanel l'habillait à TF1 comme dans Le Monde. Elle s'autorise à Est-ce qu'il faut voir quelque chose Elle s'autoriserait un mini droit d'inventaire, alors, quelque part? Peut-être. Enfin, moi, j'aimerais avoir l'avis de notre ami pour cette petite phrase que François Hollande accélère. Est-ce qu'il faut qu'il accélère? Est-ce qu'il y a un problème de méthode? Est-ce qu'il y a un problème d'habiter la fonction? Est-ce qu'il y a un problème, comme dit Cohn-Bendit, de disque dur qui n'existe pas? Comment faire pour que François Hollande démarre et soit vraiment perçu comme le président de la République française? Alors, j'ai pas de commentaire particulier sur les tenues vestimentaires de Ségolène Royal. Personnellement, le Chanel me va pas très bien, donc je m'abstiendrai de répondre à cette partie de la question. Au-delà de la nécessité, souvent agaçante d'ailleurs, de tel ou tel responsable socialiste de marquer sa différence par des petites phrases un peu critiques, Ségolène Royal dit quelque chose que disent aujourd'hui l'ensemble des responsables socialistes, c'est qu'on est dans un autre temps. Je l'ai entendu dire par Stéphane Le Foll, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas être un proche du président de la République. Ça a été dit par notre premier secrétaire Harlem Désir. Il y a eu une année de positionnement, de lancement sur lequel on a engagé effectivement un certain nombre de réformes importantes. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et que maintenant, effectivement, on est dans un tempo où il faut accélérer tout simplement parce que les difficultés, elles, ne faiblissent pas. La situation économique ne s'améliore malheureusement pas à l'échelle mondiale et on a beaucoup de nos concitoyens qui sont aujourd'hui très inquiets par rapport à leur emploi, parce qu'ils sont en recherche d'emploi, inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leur avenir. Donc effectivement, on est dans une phase où il me semble effectivement nécessaire que l'action du gouvernement passe à un nouveau cap. Est-ce qu'il faut restructurer Bercy comme le demande Ségolène Royal ? Je ne sais pas si c'est la solution miracle, etc. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a choisi une voie un peu médiane entre ce qui nous est proposé à l'échelle des politiques européennes, c'est-à-dire le tout austérité dont on voit les ravages et les dégâts dans un certain nombre de pays, je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, etc. Et la nécessaire relance, je faisais allusion tout à l'heure, de l'emploi par un certain nombre de mesures qui, de mon point de vue, porteront leurs fruits dans les mois à venir. Donc il faut poursuivre cet effort, refuser l'austérité telle qu'on nous la propose à l'échelle européenne, se battre donc sur le front européen pour obtenir des marges de manœuvre et puis relancer par tous les moyens notre activité économique. Je crois que c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Je suis moi personnellement toujours un peu gêné par ces notions de bilan à un an. D'ailleurs, d'une certaine façon, le gouvernement, mais aussi quelque part, donne le bâton aussi pour se faire battre, en accompagnant lui par des prises de position ce bilan des un an. À un an, très sérieusement, aujourd'hui, vu la complexité des problèmes, qui peut dire qu'un gouvernement a réussi ou n'a pas réussi. J'entends beaucoup de phrases très catégoriques. Voilà, je crois qu'il est élu pour 5 ans, il faut laisser progresser. Il est normal qu'il y ait des étapes, il y ait des rythmes, il y ait des jugements. Je crois qu'il faut surtout laisser le gouvernement travailler. Donc il est dans les habits. Pour reprendre les propos de Stéphane tout à l'heure, François Hollande était dans ses habits. Ah oui, tout à fait. Écoutez, moi, je suis partie des gens qui sont très contents que François Hollande ait été élu président de la République et que Nicolas Sarkozy ne le soit plus. Et depuis un an, je n'ai pas du tout changé d'avis. Bon, alors ça ne doit pas être l'avis de Johan là-bas. Johan, question pour François Briançon. Non mais, moi, je suis halluciné d'entendre les socialistes se satisfaire du bilan de François Hollande. Enfin, il y a des ratés énormes, hein. Il y a des échecs considérables, que ce soit sur la dette, sur la sécurité, un tas de choses comme ça. Est-ce que c'est pas être honnête envers les Français que de dire la vérité? Tout n'a pas été réussi depuis un an, c'est évident. Et d'ailleurs, les critiques viennent principalement de la gauche plus que de la droite, moi je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir envers les citoyens de dire voilà, on n'a pas réussi ça parce qu'avant l'élection, on avait dit ça, mais soit on avait mal jaugé, soit on a menti. Il y a quand même, vous avez fait une campagne sur l'anti-sarkozysme. D'ailleurs, un an après, vous en êtes encore à parler de lui. Est-ce que la vérité, il fallait pas... La droite aussi, Johan. À parler de Sarkozy. On parle beaucoup de Sarkozy aussi. Ah oui, nous c'est normal quand même, non? Nous on a fait campagne pour lui. Il manque à la France, on le voit. En termes d'image, serait-ce qu'à l'international, il y a quand même un fossé entre Sarkozy et Hollande. Est-ce que vous auriez pas dû dire la vérité avant l'élection aux Français? Mais il n'y a pas de triomphalisme. Moi, j'entends de la gravité dans les propos de François Hollande et personne ici. Moi, je n'ai pas vu un responsable socialiste. Ça n'a pas été mon propos tout à l'heure et ça l'est encore moins maintenant répondant à la question. Ne dit que le gouvernement a réussi. Moi, je dis le gouvernement travaille. Il faut lui laisser le temps de travailler. On ne peut pas... alors, moi, je veux bien qu'on dise le gouvernement de François Hollande a aggravé la dette. Il faut le prouver. Ce qui est sûr, c'est que la dette, elle n'est pas née le jour
jour de l'élection de François Hollande. On l'a vu il y a quelques jours, une émission à la télévision sur Nicolas Sarkozy, où on montrait les images de François Fillon disant, je parle sous la responsabilité du spécialiste, que la France était en faillite. Ça, c'est pas François Hollande qui l'a dit. Donc, je veux dire, la situation, on peut juger qu'elle s'est pas améliorée, que les politiques qui sont mises en place ne sont pas à la hauteur, mais il me paraît pas intéressant pour le débat de le caricaturer en disant avant tout allait bien et tout d'un coup François Hollande est arrivé, c'est la catastrophe. Donc que ce soit le problème de la dette, que ce soit le problème de l'emploi, que ce soit le problème de la sécurité qui est un autre problème et qui n'est pas un problème économique. Comme la courbe de l'impopularité, elle est calquée sur la courbe du chômage, je ne vois pas comment François Hollande peut sortir de l'impopularité, d'où la question que je te pose. Combien de temps le président de la République peut-il légitimement présider la France et gouverner avec un taux d'impopularité qui ne cesse de croître? À quel moment il y aura le clash? À quel moment il va être obligé de dissoudre ou de faire un référendum? À quel moment il va être contraint à ça? Parce qu'il y aura trop d'inadéquation entre la réalité de l'opinion publique et la volonté de gouverner comme s'il avait une majorité. S'il avait une majorité de citoyens le soutenant. Je comprends tout à fait la question, mais l'impopularité, elle est réelle, je ne le nie pas, pour avoir une appréciation sur les sondages, mais aujourd'hui, ce gouvernement a du mal à rencontrer l'adhésion des Français. On peut réfléchir aux causes. Les causes, elles sont peut-être quelque part dans un certain nombre d'orientations dans sa politique qui, effectivement, méritent d'être débattues. Moi, il y a des choses sur lesquelles je peux avoir à titre personnel des nuances, mais elles sont aussi et d'abord le fait que la situation est grave et que pour beaucoup de Français, l'avenir est incertain et que donc il y a une forme de non-croyance à l'avenir, il y a une forme j'allais dire, de désillusion, mais on n'en est plus là, quoi, de véritable inquiétude sur l'avenir, sur la capacité qu'ont les politiques à pouvoir le régler et qui s'exprime d'ailleurs, on le voit, par des prises de position, y compris dans la rue, etc., qui sont compliquées. Donc c'est vrai que ce gouvernement a besoin de convaincre. Moi j'ai écouté Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, il y a quelques jours sur TF1, qui disait avec beaucoup de courage que il n'avait pas été élu pour être populaire. Il a été élu pour faire un travail. Oui, je l'ai trouvé assez convaincant. Ah oui, non, tout à fait. Oui, je l'ai trouvé assez convaincant, à la fois sur la nécessité de la croissance, sur le refus de l'austérité, voilà, et puis surtout sur la réalité de dire qu'il faisait une politique de long terme, il fallait laisser le gouvernement travailler, il fallait lui donner, il a une légitimité populaire, et que lui n'était pas là, pour accompagner les courbes de sondage, et effectivement, ne sont pas excellentes en ce moment. Alors, on va écouter maintenant une question de Rémi. Alors Rémi, ça va être intéressant, puisque Rémi est secrétaire départemental d'un parti qui quand même est devenu presque, j'allais dire, le premier parti d'opposition au gouvernement. Rémi. On ne s'est jamais positionné, nous, comme un parti d'opposition, parce que sinon ça nous mettrait de fait dans le camp de la droite et de l'extrême droite, et on y est totalement opposé. Et je fais partie aussi des personnes qui sont très contents d'avoir viré Sarkozy l'an dernier, qui ne sont pas contentes de la politique de François Hollande aujourd'hui, mais c'est maladif, qui pensons quand même que la droite au pouvoir sont les meilleurs serviteurs de l'oligarchie et que c'est toujours une bonne chose que la droite se retrouve au plus bas. Et les dissensions internes de l'UMP sont plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous donne en plus beaucoup plus d'écho. Mais le parti de gauche et le front de gauche ne sont pas dans l'opposition. On est en opposition avec ce que fait le gouvernement, mais nous ne sommes pas dans l'opposition. Alors, question. Oui. Je vais rester sur le terrain économique, parce que c'est ce qui m'intéresse, moi, les questions d'habiter la fonction, de style. Ça m'intéresse très peu. La question, c'est quels sont les vrais choix économiques que fait un gouvernement. Le gouvernement actuel est un gouvernement social-libéral ou social-démocrate, on l'appelle comme on veut, plutôt de centre-gauche, qui a fait le choix d'une politique de l'offre, c'est-à-dire en partant du postulat que le travail coûte trop cher, qu'il est trop compliqué pour le capital d'embaucher, d'augmenter les salaires, de produire. Cette politique de l'offre est couplée à une politique de réduction des déficits publics, qui est dictée par une politique générale d'austérité au niveau européen, et dictée par la Commission européenne et l'Union européenne en général. Ça, c'est un choix politique sur lequel moi je suis en total désaccord, et je fais le constat également qu'il y a de nombreux intellectuels et économistes, notamment de gauche et aussi de droite, qui disent qu'on ne remboursera jamais notre dette. C'est impossible de rembourser cette dette. Même François Langlais, qui n'est pas un dangereux marxiste au couteau entre les dents, reconnaît qu'on ne remboursera jamais cette dette. Jamais cette dette. Heureusement qu'il n'y a pas Patrick Aubin. Non, mais je pense qu'il faut en être conscient. Jamais cette dette ne sera remboursée. La courbe du chômage ne sera pas inversée cette année.
même le gouvernement le sait, c'est de la communication, parce qu'on ne peut pas annoncer début 2013 que déjà les objectifs de fin 2013 ne seront pas respectés. Personne ne peut dire autour de cette table que la courbe du chômage sera inversée dans l'année 2013. On ne convaincra pas Mme Merkel d'avoir une politique monétaire européenne qui favorise la relance, la croissance, alors que l'économie allemande et le système allemand est basé sur l'épargne des Allemands. Et on voit partout, dans tous les autres pays où l'austérité a été mise en place avant même que nous on ait commencé, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal, l'Espagne, tous les pays qui sont le plus durement frappés par l'austérité, ça ne marche pas. La croissance n'est pas repartie, le chômage n'a pas diminué. Donc moi, ma question à M. Briançon est très simple. Ayant tous ces constats devant les yeux et qui sont partagés par l'ensemble des gens sérieux qui s'y connaissent un peu en économie, disant que l'austérité, ça ne marche pas, est-ce qu'il n'est pas temps, au bout d'un an, et là le Front de gauche sera à 100% derrière la majorité s'il le faut, est-ce qu'il n'est pas temps une bonne fois pour toutes d'avoir une vraie politique de la demande, d'augmentation des salaires, d'augmentation des investissements de l'État, de protectionnisme européen pour casser le libre-échange? Voilà, est-ce que cette année d'échec économique n'est pas le moment justement de revenir à la raison et de demander notamment aux talentueux économistes proches du Front de gauche nos propositions pour relancer l'économie? La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un changement politique là, Non, est-ce que M. Briançon... Un changement d'orientation économique. Il peut, oui. Est-ce que M. Briançon pense qu'il faut qu'il y ait un changement d'orientation économique, passant de l'austérité à une vraie politique de relance? Je suis en désaccord avec le constat de départ, qui consiste à considérer que la France mène actuellement une politique d'austérité. Ce qui est vrai dans l'analyse de Rémy et que je ne conteste pas, outre le fait que c'est un parti qui n'est pas en opposition avec la gauche, mais en opposition avec un certain nombre de mesures mises par ce gouvernement. Et je ne confonds pas le Front de gauche avec la droite, bien sûr. On est d'accord sur l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, est un combat de tous les jours, contre des forces politiques libérales, une banque européenne qui n'est pas là pour impulser des politiques économiques, pour un certain nombre de recours à la non-dette qui font qu'on entraîne des pays dans des spirales de récession, à l'image de la Grèce, l'Espagne, on l'a dit tout à l'heure, qui sont relativement importantes. Et moi, par rapport à ça, qu'est-ce que je vois? Ce qui serait l'austérité aujourd'hui, c'est d'accompagner cette politique. Mais ce que fait François Hollande, le pacte de relance européen de juin de l'année dernière, de 2012, 5 milliards d'euros, c'est pas de l'austérité. Le délai qu'on a réussi à obtenir sur les 3% de 2 ans, c'est pas une politique d'austérité, parce que si on avait vraiment été dans cette politique ultralibérale, on s'en serait satisfait même, on aurait à la limite accéléré, etc. Aujourd'hui, elle est où l'austérité en France? Est-ce que l'austérité, c'est d'embaucher 60 000 profs, c'est pas l'austérité. D'augmenter l'allocation de rentrée scolaire de 25%, c'est pas l'austérité. Enfin, l'objectif premier du gouvernement est de réduire la dépense publique en général. Non, mais alors, oui. C'est là où, si tu veux, je voudrais terminer ma démonstration. Donc, il est compliqué de dire que dans tous les actes du gouvernement, il y a une politique austéritaire, etc. C'est pas vrai. Je pourrais parler ce qu'on a fait sur les loyers, etc. Mais bon, ça serait trop long de tout énumérer. Par rapport à ça, ceci dit, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il faut pas mener une gestion plus saine et plus constructive de nos dépenses publiques. Quand on regarde, ceci dit, sur 3 ans, 4 ans, les dépenses publiques, le niveau des dépenses publiques qui étaient programmées sur 2012 ou qui sont sur le budget 2013, on s'aperçoit qu'elles seront encore en légère augmentation par rapport à celles de 2010. Donc je veux dire, on n'est pas dans une réduction massive des dépenses publiques au profit de je ne sais quelle volonté d'austérité. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ce constat qui consiste aujourd'hui à dire, je l'entends dire un peu partout, que le gouvernement mène une politique d'austérité parce que c'est pas vrai. Ah ben, alors juste pour ça, c'est vite fait. Personne, c'est pas moi qui le dis, c'est que même la politique assumée du gouvernement. Enfin, je sais plus qui a cité le mot, mais il y a des membres du gouvernement qui ont dit qu'on était en politique de rigueur et d'austérité. Enfin, ça, le débat n'est plus sur est-ce qu'on appelle ça ou pas de l'austérité. Le choix, et à la limite là, moi je mets pas de jugement moral qu'un gouvernement fasse le choix de la réduction des déficits publics, d'une politique monétariste telle ou telle et compagnie. Il y a aucun souci. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas et je pense que M. Briançon esquive la question en disant qu'aujourd'hui, on n'est pas en austérité. Là, moi, ce qui m'intéresse dans le débat, c'est est-ce qu'il faut faire une politique d'austérité ou de relance.
ma question était absolument pas sur sur ma réponse était, Rémi, ma réponse était claire, c'est-à-dire que sur le plan européen, François Hollande se donne les moyens d'obtenir politiquement, face à des forces libérales qui existent et qui sont présentes à la fois dans les institutions européennes et à la fois dans les gouvernements qui sont autour de nous, un certain nombre d'éléments qui permettent une relance économique à l'échelle de l'Europe. Je parlais tout à l'heure des 120 milliards. Et de notre côté, il y a la nécessaire prise en compte aussi d'effectivement d'avoir des dépenses publiques qui essaient d'être beaucoup plus rationalisées. Et c'est ces deux leviers qu'on essaie de manier. Et on n'est pas du tout dans le cas d'une politique austéritaire. Ça ne marchera pas. Vous êtes d'accord que ça ne marchera pas? On verra. Je ne suis pas persuadé. Stéphane veut poser une question. Oui, est-ce que finalement, on n'a pas le sentiment aujourd'hui que le gouvernement, j'allais dire tout gouvernement, a l'illusion du pouvoir et qu'en matière économique et financière, il a un pouvoir relativement faible. Quand je lis ce que propose Ségolène Royal en voulant une bataille globale sur l'emploi et qu'elle indique, je cite, « Il faut que dans notre pays, les jeunes se disent qu'ils peuvent entreprendre, qu'ils peuvent investir, qu'il n'y a pas de honte à créer de la richesse. Il faut construire une société qui encourage le courage, qui pousse les gens à se dépasser. » Est-ce que c'est un nouveau social-libéralisme? Et est-ce que, surtout, question essentielle, est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande ou les différents chefs d'État ont les moyens de combattre les multinationales, ont les moyens d'essayer d'inscrire un autre ordre économique international, ou bien est-ce que c'est une illusion du politique que de prétendre à ce pouvoir-là? C'est une grande thèse de M. Beaumont, c'est l'illusion du pouvoir. Alors, sur le débat sur le courage, avancer, etc., je dirais, c'est pas l'apanage de tel ou tel en politique, et je dirais, y compris la gauche, ne renie pas, moi je renie pas, c'est ces aspects de volonté, d'avancer, de progrès, etc. Vous attendez ces mots-là de François Hollande lors de sa prochaine conférence de presse? On verra ce qu'il dira. On verra ce qu'il dira. Mais ce que je lis dans l'action des 1 an de François Hollande, c'est une réelle volonté de ne pas être fataliste par rapport à la crise, de s'attaquer aux problèmes, d'avoir le courage d'être impopulaire en engageant des réformes dont on sait qu'elles sont nécessaires et qui portent. Ça, au moins, c'est un objectif qui est atteint, la popularité à 75%. Oui, celui-là est réussi. Donc, et de ce point de vue-là, c'est effectivement une forme, de mon point de vue, relativement importante de courage politique. Quant à savoir si aujourd'hui, dans un monde complexe, mondialisé, etc., puis c'était le sens de la question, les États ont le pouvoir de mener des politiques économiques, industrielles, etc., oui et non. Oui, parce que quand on a la volonté politique, et l'exemple de Ségolène Royal avec la Banque publique d'investissement, de ce point de vue-là, est peut-être significatif, on peut le faire. Non, parce que c'est compliqué. Elle a eu quelques problèmes. Non, je crois qu'elle y est toujours. Oui. Et non, parce que c'est vrai qu'on est dans une économie mondialisée où effectivement, aujourd'hui, les forces du capital sont des forces qui comptent et qu'on s'est doté malheureusement à l'échelle européenne, et peut-être un point qui pourrait nous réunir avec Rémi, d'un certain nombre d'instruments, notamment financiers, qui aujourd'hui ne jouent pas le jeu en termes d'emploi et de croissance. Ça, c'est notre débat qui nous renvoierait loin. Messieurs, pour ce volet national, clap de fin, on se retrouve juste après une petite pause et on parlera local. À tout de suite. Bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain, sur le journaltoulousain.fr, également sur les ondes de Radio Axe Sud, pour ce rendez-vous politique, économique, dont vous avez maintenant l'habitude. Zoom sur l'actu avec les 3 chroniqueurs du Journal Toulousain, Johan Rovita de l'UMP, Rémi Vincent du Front de Gauche et Stéphane Beaumont, universitaire et politologue du Journal Toulousain. Et nous recevons ce soir François Briançon. On va parler du local. Alors avant de parler des municipales, juste une petite parenthèse pour parler de l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux dans le dialogue politique. Alors j'allais presque dire entre les personnalités qui font de la politique à Toulouse, et c'est assez nouveau quand même, depuis 5-6 mois ça s'est accéléré. François Briançon, est-ce que ça change votre manière de faire de la politique? Alors sur le fond, non. Sur la forme, oui. Sur le fond, moi je fais de la politique comme je l'ai toujours fait, j'essaie de le faire avec beaucoup de sincérité, de passion, comme tout le monde, j'imagine. Mais après sur la forme, oui, parce que ce sont des nouveaux outils auxquels il faut s'adapter, des nouveaux outils qui ont
des aspects intéressants, positifs, et qu'il y en a d'autres qui le sont moins, hein, comme dans toute chose, il y a des effets positifs et des effets négatifs, donc on s'adapte. Bon, ce sont des outils dont on va expérimenter pour la première fois la pertinence lors d'élections locales, ça n'a jamais été le cas. Moi je me rappelle des dernières élections municipales, on n'avait pas autant, on avait des blogs, des choses comme ça, mais on n'avait pas ces outils type Twitter, Ça veut Facebook, dire que ça va avoir une importance ? On verra, j'en sais rien. Moi, je lis pas dans le mar de café. On avait dit que beaucoup de la campagne présidentielle se jouerait là-dessus, puis on a vu qu'en fait, c'est plutôt les télés qui avaient pris, chaînes d'infos qui avaient pris le pouvoir en termes d'information. On verra. Donc voilà, ce sont des outils qui sont à notre disposition. Moi, je les trouve intéressants. Facebook, parce que ça permet pour un élu, finalement, de faire une sorte de compte-rendu de mandat un peu permanent, de dire ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, de dire, voilà, je suis là, je fais ci, je fais ça. Donc, d'expliquer un peu la fonction. Twitter, parce que c'est un relais plus vers la presse, hein, où on peut donner de temps en temps un certain nombre d'informations. Voilà, moi, j'ai rouvert mon blog il y a quelques mois. Il y a quelques semaines même, pour être tout à fait exact, parce que on a malgré tout ce besoin de contenu. C'est-à-dire que ce sont des médias qui sont réducteurs par définition. Et moi, j'avais envie de retrouver des choses de plus de fond, de dire des choses plus longues. Hein, puisqu'on est Donc ça veut dire quand même que vous utilisez tous les outils que vous avez à votre disposition. Complet. Alors, je parlais de Twitter, c'est pas un hasard. Parce que dans le milieu journalistique, vous savez très bien qu'à Toulouse, vous êtes considéré quand même comme un des snipers, un des habitués de Twitter. Alors vous avez une particularité, c'est que vous ne tweetez pas comme certains tous les jours, mais par contre, en général, quand vous tweetez, ça fait mal. Ah. Bon. Notamment vis-à-vis de votre adversaire numéro 1, Jean-Luc Moudenc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous utilisez de manière... j'allais dire calculer l'outil Twitter. Alors moi je n'aime pas utiliser ces outils pour des choses qui sont différentes de la vie politique. Et alors parfois on en arrive à des dialogues entre les personnalités qui font le microcosme politique toulousain. Ça peut arriver, enfin moi ça m'est arrivé assez rarement, mais ça a pu m'arriver, oui. Donc oui. C'est arrivé avec Johan, j'ai vu ça. Une fois, non 2 fois, oui. S'il m'avait envoyé, en plus c'est une histoire, il m'avait bon, c'était, j'avais passé, oui, non mais c'est tout simplement, je peux raconter l'histoire, enfin, si t'es d'accord. J'avais tout simplement passé une grosse partie de match du TFC à regarder, plutôt que regarder le match, il avait remarqué, le match n'était pas très passionnant, ceci dit, ce qui n'était pas le cas du dernier, qui était très bien, et donc, et tout simplement non, parce que j'avais besoin de prendre des nouvelles de quelqu'un de ma famille, donc je m'étais permis de l'appeler, on avait fait carrément connaissance, s'il m'avait chambré en disant le Joe Sport ferait mieux de regarder le match, je lui avais dit, bon, des fois dans la vie, il y a des circonstances où on est obligé de... Voilà, bon. Mais bon, c'est pas méchant. Et après, si une autre fois, parce que il m'avait allumé toute la journée pour me faire réagir, au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai dit, oh, écoute, lâche-moi. Voilà. Là, il est poétique, là. Ouais. C'est vrai. Tout à fait ça. Rémi, sur l'utilisation des réseaux sociaux, toi aussi, tu es un habitué. Oui, non, mais c'est formidable, ces réseaux sociaux. Je suis totalement opposé à ceux qui pensent que c'est uniquement de la légèreté, de la frivolité, et que c'est superficiel et que ça abaisse le débat public. Je pense que c'est des nouveaux modes de communication et donc de communication politique. Ça démocratise énormément le débat politique parce que tout le monde y a accès, ça peut être en direct, c'est une espèce de un grand forum où tout le monde peut discuter. Je dis pas qu'il n'y a pas des écueils et des dangers, hein, comme toutes les technologies et le progrès est fait aussi d'écueils et de dangers, mais... en termes de communication politique et de débat politique, je trouve ça passionnant et je pense en plus que pour en venir à Twitter spécifiquement, c'est véritablement quasiment un genre littéraire parce que pour être intelligent, passer une idée, faire rire et se faire retweeter en 140 signes, je vous assure que c'est vraiment un style littéraire. J'ai pas la prétention de dire que j'y arrive, mais les bons tweetos sont des très bons, je pense seraient des très bons écrivains. Et il y a Bernard Pivot d'ailleurs qui est un tweetos acharné et qui a, je crois qu'il a écrit un livre sur ça, ou en tout cas il a reconnu que c'était vraiment faire passer quelque chose d'intéressant, de drôle et d'agréable à lire en 140 tweets, c'est vraiment un exploit. Et après je pense que pendant les campagnes politiques en général, il y a forcément un intérêt à être sur Twitter, Facebook. Quand on voit le nombre de personnes qui le suivent et le nombre de journalistes, responsables politiques, militants politiques qui y sont, c'est un vrai lieu politique. Et en ce qui concerne le Front de gauche, nombre de nos événements massifs qui ont fait la caractéristique de notre campagne, la marche du 5 mai dernier où il y a eu plus de 180 000 personnes à Paris et tous les autres à venir, je pense, vous imaginez même pas la place qu'ont les réseaux sociaux là-dedans, et souvent un bon tweet ou un bon message sur un blog ou sur un Facebook font autant que des centaines de milliers d'affiches. Oui, parce que justement, pour reprendre ce que disait Rémi, François Briançon,
quand vous écrivez des tweets sur Jean-Luc Moudin, ça a été le cas aussi sur Pierre Izard, vous savez que ça va être relayé. Ah oui, sinon je ne le ferais pas. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous écrivez le tweet, vous savez à qui vous vous adressez. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas un mail. Oui, c'est pas mal. Oui. Tout le monde va le lire et beaucoup vont retweeter. J'assume complètement ce que je fais. Il a raison, Rémi, de dire que c'est un outil qui effectivement met le débat politique à la portée de certains. Mais parallèlement, c'est aussi un outil qui peut montrer les plus mauvais côtés du débat politique. Et je peux reconnaître humblement que moi ou certains de mes amis, on peut aussi, comme tous, des fois, se laisser aller. Surtout quand c'est Nadine Morano qui tweet. Voilà. C'est la face sombre du débat politique. C'est là c'est compliqué parce que une vérité dite sur Twitter ou sur Facebook devient une vérité même si elle est fausse au départ parce qu'au bout d'un moment, c'est relayé. Enfin, il y a eu des exemples très précis il y a quelques jours, une histoire de fermeture de restaurant à Toulouse où quelque chose devient une réalité alors que c'est faux. Voilà. Et donc, il y a Libé aussi pour ça, qui déforme les propos. C'est relativement... c'est le côté un peu négatif de ce type d'outils. Mais est-ce que c'est pas dangereux en termes de rumeurs et de manipulation de l'opinion publique? Dans la mesure où la première information, c'est tweetée, et qu'ensuite, elle passe dans le circuit normal de la communication. Non, parce qu'il n'y a pas un vrai danger. Dans la mesure où l'information peut être contredite, on peut essayer d'argumenter, etc. À partir de ce moment-là, on n'est pas dans un système, je dirais, antidémocratique. Oui, après, c'est vrai, comme dit le Canard enchaîné, démenti et rementi. Oui, tout à fait. C'est un des aspects un peu compliqués de l'utilisation de ces réseaux. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec la campagne de François Hollande. Malgré les démentis, le mal était fait. C'est-à-dire quand c'est parti, c'est parti. Alors à quel... par rapport aux élections législatives et quand elle s'est prononcée, alors directement ou indirectement en faveur du candidat la campagne, dissident. J'ai entendu la campagne, d'accord, ok. Ouais. Oui, d'accord. Johan. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur Twitter, sur votre Twitter, puisque vous y passez un temps fou, notamment en conseil municipal. C'est vrai que la communication des hommes politiques, pour moi, ne peut plus se faire sans Twitter, sans Facebook. C'est un moyen qui est hyper passionnant, ça rapproche le citoyen des élus. On n'est pas tous en conseil municipal, même si on peut le voir en direct. Puis c'est bien de voir les hommes politiques réagir. Mais je pense qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et vous en êtes un bon exemple, puisque d'ailleurs, à chaque fois que vous parlez de Jean-Luc Moudin dans vos tweets, vous mettez entre parenthèses UMP franche dure. Alors je pense qu'il n'y a bien que vous pour qualifier Jean-Luc Moudin du UMP franche dure. Je pense qu'on peut pas tout dire quand vous parlez de la coco, de tas de choses comme ça. C'est des raccourcis. C'est bien parce que ça va nous permettre la transition sur les municipales, c'est bien. C'est-à-dire que l'objectif pour moi de Twitter, c'est vraiment de pouvoir dialoguer avec les élus, de pouvoir comprendre des choses qu'on comprend pas, des choses auxquelles on n'assiste pas. Et on peut pas tout dire comme vous le dites. Jean-Luc Moudin tente de couper la parole à Pierre Cohen, de créer un incident de séance. Alors ça n'a aucun intérêt politique. C'est juste pour faire du buzz, histoire d'être retweeté, parce qu'après vous mettez, on devrait faire intervenir la coco. Je comprends pas bien l'intérêt de votre communication. Et alors, moi, quand je m'essaye à vous et vos amis socialistes, à vous poser des questions sur Twitter, donc je l'ai fait le 17 avril dernier, suite aux déclarations de Jérôme Cahuzac, j'avais mis un tweet, Thomas, un commentaire sur les déclarations de Cahuzac, Pierre Cohen, Christophe Borgel, François Briançon, Nadia Pellefig. J'ai mis « On n'entend plus la gauche, c'est triste ». Alors, pour moi, l'intérêt, c'est de répondre. Alors, je m'attends à ce que gentil Christophe Borgel me réponde. Donc, il se passe rien. Il y en a qu'un qui me répond, c'est François Briançon, qui met peut-être, mais toi, on t'entend trop. Alors, je me demande juste si là, on touche pas les limites de Twitter et des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une conversation de comptoir tous les deux ou après l'émission. On est sur la place publique. On est sur un sujet important. Et alors, ma première question, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes dans votre rôle d'élu toulousain lorsque vous avez une Toulousain, certes encarté, militant, mais qui vous pose une question qui dérape pas, c'est sur l'affaire Cahuzac. D'une, est-ce que vous êtes dans votre rôle? Et de deux, est-ce que enfin vous pouvez me donner votre point de vue sur les déclarations de Jérôme Cahuzac? Oui, alors, ça paraît un peu réducteur de résumer. Moi, je renvoie tout le monde à mon compte Twitter, de voir effectivement, je l'ai reconnu, je me laisse aller de temps en temps, comme d'autres, y compris comme vous, à des raccourcis, à des provocations, parce que c'est aussi un peu le but du jeu. Je pense que tout le monde le fait, parce que ces outils, ils ont ça aussi bien, c'est qu'à un moment, on peut effectivement réagir, et que, je peux confesser que par moment, voilà. Mais j'essaie quand même, d'une manière générale, d'essayer de donner du contenu. D'abord, la plupart de mes tweets, a priori, renvoient plutôt à des articles que je fais sur mon blog. J'essaie de donner... Alors, en conseil municipal, c'est très bien, parce que moi, ça me permet de raconter le conseil. Alors,
d'en scanner ma vision, de dire voilà les choses qui me paraissent intéressantes. Il y a un site web qui s'appelle Carré d'Info, de vos confrères, qui fait un live tweet en direct, et on est plusieurs élus à y participer. Et on a eu des expériences assez intéressantes. On a eu un débat en conseil municipal, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des réseaux sociaux, lors d'un des derniers conseils municipaux, sur cette histoire de marché public qui avait été accordé à une entreprise espagnole de bâtiments oui, pour le tramway. Pour le tramway. Et l'élu de l'opposition, je crois que c'était Jean-Luc Boudin, mais je ne suis pas sûr, mais c'est pas ça qui est important, avait dit, mais ça c'est parce que dans l'appel d'offres, il n'y avait pas des clauses sociales d'insertion qui auraient permis de favoriser l'entreprise française, etc. Et ça a été repris par l'AQI, et j'ai dit, moi, à Carré d'Info, écoutez, cherchez. Et avant la fin du conseil municipal, Carré d'Info a publié, chacun peut le retrouver, l'appel d'offres en tant que tel, montrant qu'il y avait bien d'ailleurs des clauses d'insertion, contrairement à ce qui était affirmé, etc. Donc c'est aussi l'intérêt de ce genre d'outil. Alors j'arrête de parler d'un site concurrent parce que je ne serai plus invité. Mais, ah non, ce sont des amis Carré d'Info. Mais je trouve que c'est aussi l'intérêt. Alors après, si de temps en temps je me laisse aller à, voilà, bon, je suis comme ça, voilà, c'est pas méchant non plus, je veux dire, ça fait partie aussi. Enfin, si la vie politique, elle doit être lisse, sans heures, etc., on rentre dans les ordres, on ne fait pas de politique. Voilà, donc moi, ça ne me dérange pas que de temps en temps ça castagne un peu, mais je pense que ça ne te dérange pas non plus. Même dans les ordres, ça arrive. Oui, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Donc. Messieurs, on va je veux bien ma réponse sur Cahuzac. Par contre, oui, Cahuzac, pardon. Parce qu'il faut qu'on enchaîne sur les municipales. Non, Cahuzac, moi je trouve que c'est... J'ai pas de mots, moi c'est tellement loin de moi, c'est tellement loin de mes valeurs, de ce que de l'idée de ce que je me fais, de l'engagement politique, de l'honnêteté, etc., que voilà, je trouve que c'est inadmissible. Son comportement est pas digne d'un dirigeant politique. J'espère qu'il restera dans l'oubli, qu'il n'aura pas cette tentation malheureuse de revenir dans la vie politique comme ça a été annoncé ce week-end. Voilà, moi c'est pas mon monde, je dirais, c'est pas mon monde. Et à ceux qui disent que tout le monde savait, vous répondez quoi? Écoutez, moi je savais pas. Aujourd'hui c'est facile de dire tout le monde savait, etc. Moi je sais pas, moi je commente pas les chroniques. Ce que je vois, c'est qu'un responsable politique ment effrontément devant la représentation nationale. Est-ce qu'il ne fait pas le pari de la souveraineté populaire et est-ce qu'il ne veut pas faire l'opinion publique juge, alors que pour l'instant, il n'est pas jugé par la justice? Bah oui, il y a eu des précédents. Même à gauche et à droite, Balkany, Melik, etc., de gens qui ont fait leur retour en politique en jouant cette carte de la souveraineté populaire. Moi j'espère que les électeurs, si c'est le cas, auront la sagesse de lui imposer une très large défaite. Alors messieurs, vite, on enchaîne sur les municipales. Alors la transition a été faite par Johan. Souvent, François Briançon, vous attaquez Jean-Luc Moudenc sur ce qu'on appelle la droite dure. Jean-Luc Moudenc apparemment se destine à être votre adversaire numéro 1 dans ces élections municipales, alors même si Christine de Vérac est dans la course, qu'on ne sait pas encore ce que va faire René Bouscatel. En tous les cas, Jean-Luc Moudenc est dans la place. Pourquoi vous dites ça, droite dure? Parce que je le constate. Moi, j'ai une lecture, peut-être pas la même que Stéphane, de la vie politique à toulousaine, c'est qu'il y a eu à Toulouse, pendant des années, porté par Pierre Baudis, plus récemment par Philippe Douste-Blazy, je mets Dominique Baudis à part, c'est un autre cas, une droite réellement centriste, humaniste, ouverte, etc. Et il y a une droite qui puise ses racines, mais ça n'a rien, de mon point de vue, d'infamant, dans un certain nombre de références traditionnelles de la droite, qui sont des références qui peuvent être plus fortes sur la sécurité, plus chrétiennes sur un certain nombre d'approches, etc. Et je pense que Jean-Luc Moudenc fait partie de cette droite-là, comme Dominique Baudis d'ailleurs. Moi j'ai été jeune conseiller municipal dans l'opposition de Dominique Baudis, qui est d'ailleurs, je le dis pour lever toute une ambiguïté, a été, de mon point de vue, pour un certain nombre de sujets, un excellent maire de Toulouse. Mais ce qui m'avait frappé, j'étais le plus jeune du conseil municipal dans l'opposition, c'était le décalage entre le côté très moderne et dynamique de cet homme et son côté très conservateur sur un certain nombre de sujets. Et je retrouve la même chose chez Jean-Luc Moudenc, c'est-à-dire une façade relativement centriste et derrière ce vernis, sur un certain nombre de positions, un certain nombre de positions qui sont des positions qui, de mon point de vue, l'éloignent de cette tradition centriste et le ramène vers la droite la plus dure. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est... Moi, je pense qu'il le porte au fond de lui. Et d'ailleurs, je constate, c'est qu'une partie de la droite fait le même jugement que moi, et c'est qu'au nom de ce refus de cette droitisation que Christine de Vérac, avec un certain nombre de personnes, construit, j'ai l'impression avec certaines difficultés, mais en tout cas, une autre voie. Ça veut dire que vous pensez que politiquement, si aujourd'hui
Christine de Vérac et René Bouscatel ne sont pas avec Jean-Luc Moudenc, c'est qu'on est sur des histoires de valeurs? Ah oui. Ah oui, je le pense, oui. Oui. Ah bien sûr. D'accord. Enfin, je le pense parce qu'ils le disent. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, l'occasion de voir René fréquemment, de discuter avec Christine de Vérac, etc. Et ils le disent, ils l'ont dit publiquement, et ils le disent. Effectivement, moi, je constate un certain nombre de prises de position qui sont tout à fait républicaines, et c'est son droit, moi, je ne dis pas ça, mais qui aujourd'hui font que sur un échiquier politique, on regarde les choses, si c'est pas Moudenc, on regarde, on voit, je ne sais pas le problème du nom, mais aujourd'hui, il se situe sur une frange, alors moi, j'ai eu cette expression de frange 2, il le reprend lui-même, dans le point, l'article de cette semaine, c'est lui qui emploie l'expression de sarkozysme cassoulet, que je trouve excellente. Oui. Donc, voilà, c'est-à-dire très fort sur les problèmes de sécurité, les problèmes de valeurs qui font de la société, etc. Le refus quand même d'appeler à voter contre le Front National sur un certain nombre d'élections cantonales il y a 2-3 ans, alors que des candidats de gauche étaient opposés à des candidats du Front National, ce que beaucoup de républicains de droite n'ont pas fait, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a effectivement chez lui une dérive politique. En plus, moi j'ai un avantage peut-être sur vous, enfin, Stéphane, moi je le connais depuis longtemps, Jean-Luc Moudenc, on est étudiants ensemble, oui. J'ai vu, et c'est pour ça que je peux affirmer, je lui ai dit, donc ça ne me dérange pas, de voir une forme de dérive, mais au sens politique, hein, ça c'est pas une dérive morale, hein, c'est son droit, mais voilà, c'est quelqu'un qui évolue politiquement vers une radicalisation. Alors Stéphane, toi qui es un connaisseur de l'histoire des municipales à Toulouse, et tu as signé d'ailleurs une biographie, François parlait de biographie de Dominique Baudis, aux éditions Privat. Aux éditions Privat, et qui est une biographie qui démontre que Dominique Baudis avait su mordre sur la gauche modérée, mordre sur la gauche catholique, et s'inscrire à la fois dans un centre droit et un centre gauche qui ont permis à son père et qui lui ont permis à lui ainsi qu'à Douste Blazy d'empêcher la gauche de revenir au pouvoir au Capitole. Et là-dessus, je pense que notre analyse concorde. Alors Stéphane, est-ce que Jean-Luc Moudenc est vraiment quelqu'un qui n'est plus centriste? Il a été très proche collaborateur de Baudis, très proche collaborateur de Douste Blazy, que ce soit à Toulouse ou à Lourdes. Et moi, j'ai le sentiment que s'il a subi une éventuelle dérive droitière, c'est dû au fait qu'on n'est plus dans le quadrille bipolaire dont parlait Maurice Duverger, avec 4 familles, et notamment le RPR et les centristes, le RPR et l'UDF, et que l'UMP a contribué à fusionner le RPR et l'UDF, et que dans cette fusion, il y a des tendances plus droitières qu'auparavant qui se sont fait jour, qui n'existaient pas à l'époque de l'UDF. Alors dans cette mesure-là, il est, lui, plutôt la victime d'une fusion, et lui n'a pas fondamentalement changé. Je pense qu'il est centriste à l'intérieur d'une UMP, et donc en militant discipliné, il suit les directives de l'UMP. Et je pense que c'est pas uniquement ce centriste-là qui a subi cette dérive-là, c'est l'UMP qui a conduit les centristes à ne pas pouvoir être aussi UDF qu'il l'était auparavant. Merci pour cette lecture, Stéphane. Rémi, alors on va passer de la droite à la gauche. On sait qu'aujourd'hui, il y a un gros clash au front de gauche entre Pierre Lacaze, qui donc est prêt à faire équipe avec Pierre Cohen et avec François Briançon. Et vous, Rémi, qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a un problème d'orientation stratégique au sein du front de gauche qui se pose maintenant, parce que jusqu'à maintenant on n'était pas tellement confronté à ça, sauf pour les régionales. Les présidentielles et législatives, ça semblait évident pour toutes les composantes du front de gauche d'être autonome vis-à-vis du Parti Socialiste. Au premier tour, on impose le rapport de force qu'on peut, les électeurs choisissent parmi toutes les options, notamment à gauche, et au second tour, on appelle à battre la droite, et évidemment. On est en dissension forte avec Pierre Lacaze, qui lui est plutôt partisan d'une alliance au premier tour avec le Parti Socialiste, avec l'argument essentiel, et puis il s'en cache pas, donc je fais aucune révélation de couloir, l'argument essentiel qui est de sauver les élus du Parti communiste français, voire d'en obtenir un petit peu plus du bon vouloir de Sa Majesté Cohen. Nous, on est sur une autre ligne. On pense que d'être indépendant au premier tour, ce n'est pas mathématiquement faire perdre
le Capitole par la gauche. On pense qu'au premier tour, le Front de gauche peut être candidat, faire un score qui sera le sien. Plus haut il sera et meilleur on sera en rapport de force vis-à-vis de la majorité actuelle. Et nous ne perdons pas d'esprit la possibilité qu'on pourrait être devant la majorité socialiste au premier tour, et à ce moment-là, ce serait à Pierre Cohen, à son équipe, d'appeler à voter pour nous au second tour. Nous, au Front de gauche, quand on se présente aux élections, c'est pour gagner. Il y a un débat au sein du Front de gauche, mais c'est les militants communistes qui voteront à l'automne. Les sections toulousaines choisiront de l'orientation stratégique sur Toulouse et au parti de gauche. Et sur les 8 formations du Front de gauche, 6 se sont prononcées pour une autonomie vis-à-vis du Parti socialiste au premier tour, et uniquement 2 nous ont fait comprendre qu'elles seront plutôt partisanes d'une alliance dès le premier tour. Donc qu'est-ce que tu dis ce soir à François Briançon par rapport à ce premier tour? François Briançon, il a rien à voir dans les affaires internes du Front de gauche. Moi, sur le fond, j'ai des questions. Il a à voir avec la majorité municipale actuelle. Oui, ce sera le sens de ma question. On l'annonce depuis longtemps sur Toulouse. Beaucoup de communes de l'agglomération l'ont fait. On a vu des effets positifs sur les tarifs pour les citoyens, sur la maîtrise publique de ce bien commun de l'humanité qu'est l'eau. Alors je voulais savoir si, une bonne fois pour toutes, est-ce que Toulouse serait dotée d'une régie publique de l'eau qui permet une baisse des tarifs de près de 30%, je crois, et surtout une maîtrise publique et citoyenne de cette ressource. Voilà, c'est ma question très simple à François Briançon. Je sais que c'est en débat depuis longtemps au sein de la gauche toulousaine. Ça tombe bien parce qu'on enregistre à Muret qui a adopté... Oui, et puis en France, il y a plein de communautés d'agglomération ou de communes qui l'ont mise en place. C'est pas une mesure d'expropriation du grand capital, encore par nous les dangereux bolcheviques, c'est quelque chose de raisonnable. Je pense même qu'il y a des collectivités de droite qui la mettent en place, parce qu'il y a des solutions, il y a des effets concrets et positifs pour les citoyens, pour les consommateurs, surtout en période de crise, parce qu'on n'est pas d'accord au niveau national sur les solutions à donner à la crise, mais au moins au niveau local, les collectivités peuvent atténuer l'impact de la crise. Ça serait une belle solution, je pense. François, cette régie de l'eau alors? Je suis d'accord sur l'objectif. Après, on l'a dit, donc je confirme effectivement que l'objectif, et Rémi a raison de dire que l'eau est un bien précieux qui va le devenir de plus en plus, et qu'il est normal qu'il y ait une réappropriation collective, donc publique, de ce bien, à la fois dans sa gestion, sa distribution, et bien sûr dans les tarifs et les politiques sociales qui peuvent être mises en place à partir de là. On avait le choix entre 2 solutions, soit on rentrait dans un bras de fer avec Veolia, dans lequel on serait encore aujourd'hui et qui allait impacter de façon très importante, parce qu'il y a un contrat. Donc quand il y a un contrat, il faut le casser. S'il faut le casser, il faut des indemnités. On ne peut pas dire, écoutez, on ne veut plus, vous partez, parce que ça finit devant les tribunaux. Donc, la charge, je dirais, pour les Toulousains, revenait à payer 2 fois un service qu'ils ont aujourd'hui. Donc on a choisi une voie qui est la même d'ailleurs qu'un certain nombre de communes, qui en dit long, et c'est là où il a raison, sur les bénéfices enregistrés et sur les contrats qu'on a accepté de signer dans tout un tas de communes, d'ailleurs dans les communes de gauche comme dans les communes de droite ici à Toulouse, à des sociétés comme Veolia, où il suffit que les élus grognent un peu, revendiquent pour qu'on baisse à Toulouse le prix de l'eau de 25%, à Muret aussi, etc. Donc l'objectif reste d'actualité. Il faut, de mon point de vue, que les conditions soient réunies de façon à ce que les Toulousains ne payent pas 2 fois la facture de l'eau. Juste sur ce qui se passe entre Jean-Christophe Célin et Pierre Lacaze, vous regardez ça comment? Non, moi je respecte complètement les engagements des uns et des autres. Moi j'étais militant politique avec eux depuis des années, on a partagé plein de combats, et avec Pierre lorsqu'on était étudiant, et avec Jean-Christophe à l'intérieur du Parti Socialiste, et puis également à l'extérieur, etc. C'est des gens avec qui on travaille aujourd'hui, qui sont dans la majorité municipale, même si il y a des nuances, le débat sur l'eau d'ailleurs avec PC est une nuance, avec Jean-Christophe sur un certain nombre d'orientations, etc. Ça s'est mal fini avec Jean-Christophe Célin. Oui, enfin, il est toujours dans la majorité municipale, il vote 90%. Il a plus la délégation. Oui, mais il a une délégation. Il a plus la délégation qu'il avait. Il est toujours dans la majorité municipale, on travaille avec lui au quotidien, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui veut construire, et moi je reconnais tout à fait le droit à une partie de la gauche, l'extrême gauche toulousaine, de se présenter à des élections municipales. Je ne suis pas là, moi, pour interdire à quiconque. Chacun est libre dans la mesure où ce qui a été affirmé, c'est de permettre à la gauche de gagner au bout. Donc voilà. Donc vous ne dites pas que si le Front de gauche était autonome au premier tour, ça amenuiserait les chances de la gauche ou de Pierre Cohen de gagner au second?
Je le dis Pas pas. forcément, ce n'est pas mathématique. Non, je ne le dis pas. Moi, je reconnais de façon, l'histoire politique toulousaine le montre. Il y a toujours eu une partie de l'électorat de gauche toulousaine disponible pour un vote différent du vote socialiste à un premier tour. Ce serait stupide de le nier. Ça a été les motivés, ça a été les écolos, ça a été sur des élections régionales. Mais ça n'a pas toujours réussi électoralement. Oui, mais bon, voilà. Et Mais la question Les après, c'est... motivés, ça a failli. Oui. Et après, c'est à nous à créer les conditions du rassemblement. Donc, moi, là-dessus, je Johan. ne nie pas. Moi, j'aimerais revenir sur votre délégation, donc le sport, et notamment la question du stadium, qui, donc pour moi, est un échec de votre municipalité. Parce que Pierre Cohen et votre municipalité, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, vous étiez engagé à augmenter de 4000 places à peu près le stadium. C'est un projet qui a été abandonné pour une simple mise aux normes, qui sont les normes de l'UEFA. Et donc la couronne supérieure le projet de couronne ayant été abandonné, aujourd'hui on a moins de place dans le stadium, donc moins de Toulousains qui peuvent assister au match. Donc j'aimerais qu'on puisse discuter de ça. Et la deuxième partie sur le stadium, c'est par rapport à l'accessibilité. Il suffit d'aller une fois à pied voir un match pour comprendre qu'il y a un problème. On a notamment les accès du pont Pierre de Coubertin qui sont bloqués, les escaliers. Et Pierre Cohen avait un peu éludé le débat en parlant du tramway qui va passer donc à l'ouest du stadium. À l'ouest du stadium où donc vont être Le fameux tram Garonne. Voilà, vont être installés 3 portiques alors qu'à l'est donc vont être installés 7 portiques. Je voudrais savoir quelle est la logique en fait entre le transport, l'accessibilité du stadium et qu'est-ce que vous répondez aux Toulousains concernant ce pas en arrière sur les places du stadium. Alors, il y a 2 questions. D'abord, rapidement, celle sur les transports. Aujourd'hui, le projet du tramway est justement un projet qui consiste à amener une offre de transport en commun à hauteur du stadium. Alors, un certain nombre de personnes avaient proposé que le tramway ne passe pas par l'avenue de Muret, le pont Saint-Michel, repartant après sur Saint-Michel pour partir plus tard vers Matabio, etc., mais passe tout droit directement en venant de Déodat sur le pont. Il faut savoir, et là-dessus n'importe quel spécialiste de la sécurité au niveau du sport vous le confirmera, que pas un préfet, pas une organisation sportive n'aurait accepté que dans une rencontre sportive de Ligue 1 voire de rugby, mais surtout de Ligue 1 de foot, un arrêt tramway puisse être fait à 50 mètres d'une enceinte sportive. Ça n'existe nulle part en France pour des raisons de sécurité que tout le monde comprendra. Donc je dirais l'argument qui consistait à dire il faut rapprocher le tram au plus près du stadium est un argument qui ne tient pas la route pour des raisons de sécurité. Il suffit de voir ce qui se passe dans tous les stades de France. Sur le reste, alors je vais avoir 2 minutes parce qu'il faut être précis, parce que ce que dit Johan est à la fois vrai mais pas complètement, parce qu'il faut voir tous les éléments. On veut accueillir l'euro, parce qu'on a un discours en disant Toulouse est une grande métropole, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas... on peut avoir des avis divergents d'ailleurs, les Verts dans notre majorité ne sont pas de cet avis, parce que Toulouse est une grande métropole et il faut qu'on soit dans cette grande compétition, c'est intéressant économiquement, c'est le prestige, etc. Pour accueillir l'euro, il faut mettre notre stade aux normes. Pour mettre notre stade aux normes, il faut appliquer des normes dites UEFA, et quand on applique ces normes UEFA, quand on fait les dessins, on s'aperçoit en fait que l'application de nos normes fait que notre capacité d'accueil passe à 28 000 places. Alors, on a un stade aux normes, mais on a surtout un stade qui ne peut plus accueillir l'euro, parce que pour accueillir l'euro, il faut 30 000 places. Donc, d'où l'idée de construire un autre balcon, pour retrouver ces places que nous fait perdre, si je me fais bien comprendre, les normes. Et là, on a effectivement un projet qui permet d'augmenter de 2 ou 3 000 places la capacité actuelle, coût 70 millions d'euros. Coût 70 millions d'euros pour gagner 2 ou 3 000 places, on se dit on va tenter une négociation avec Michel Platini et Gérard Lambert à la tête de l'UEFA pour voir si on ne peut pas finalement adapter les normes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais là où il faut entre 2 assises de siège 25 cm, on négocie à 23,5, etc. Et finalement, on arrive à obtenir une mise aux normes sur les places existantes qui a le grand avantage de couper la facture en 2. C'est-à-dire on passe d'un budget de 70 millions d'euros à un budget de 35-36 millions d'euros. Et ce qui est en débat, et ce qu'il y a, c'est que effectivement cette mise aux normes fait qu'on perd 1252 places exactement par rapport à la norme actuelle. Mais il faut savoir, ça c'est les places théoriques du stadium. Aujourd'hui, dans le stadium, quand vous avez un match de foot, puisque c'est un stade pour le foot. Exceptionnellement, il y a des matchs de rugby 5-6 fois par an, mais c'est un match de foot. Ça a son importance. Ah oui, oui. Si on en croit les
les discussions que vous avez avec René Bouscatel en ce moment, Oui, par voie de presse. Mais jusqu'au bout de ma démonstration, c'est un stade de foot. Donc, dans ce stade de foot, pour pouvoir accueillir des rencontres, il faut qu'on l'équipe pour un certain nombre de matchs. Par exemple, devant les joueurs, vous avez vu, il y a des bulles qui protègent les joueurs, il y a des grilles, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la réalité de place que le TFC met en place pour un match est de 33 000 places. C'est ça la possibilité commerciale. Cette possibilité commerciale, bien sûr, parce que le TFC a été très vigilant, elle est dans le projet. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de place commercialement. Voilà. On perd quoi? On perd les places que personne ne veut, parce que au Stadium, vous le savez, on est en bas, on n'y voit rien, etc. Donc moi, je trouve qu'effectivement, le jeu en vaut la chandelle, d'autant plus qu'on arrive à mettre aussi le dispositif du Stadium dans un dispositif qui nous permet de faire autre chose que des matchs de foot, hein, de pouvoir y faire des grands concerts, éventuellement des grands meetings politiques, etc. Et donc, voilà, on a réduit la facture par 2, ça me paraît être un signe de bonne gestion. Voilà. Donc, vous ne jouez pas petit bras? Parce que c'est la critique qui est formulée notamment par Christine de Vérac sur ce sujet. Non, alors Christine de Vérac, elle est sur autre chose. On en a encore parlé d'ailleurs, elle me l'a dit, elle était assise à côté de moi au match samedi. Elle propose un nouveau stade. Voilà. D'une autre dimension. Voilà, une autre dimension. Elle dit qu'il faut 80 000 places. Moi, je veux bien qu'il faut 80 000. Il faut 80 000 places pour qui? Voilà. 80 000 places pour le TFC, il ne demande pas 80 000 places. René Bouscatel, il ne demande pas 80 000 places. Parce que quand vous remplissez 90 000 places, c'est ce que faisait Guazzini avec le Stade de France, c'est-à-dire que vous avez 25 000, 35 000 entrées payantes, et puis après vous dites, les enfants c'est 1 euro, les femmes c'est gratuit, etc. Bon, voilà, mais c'est des coûts marketing, mais en tout cas, ce n'est pas une politique qui économiquement rapporte de l'argent au club. Alors on nous dit, vous pouvez accueillir des matchs internationaux, lesquels? Je veux dire, aujourd'hui, les matchs internationaux, les 3/4 des matchs internationaux, ils sont au Stade de France, tout simplement parce que les installations sportives de Clairefontaine, ou il s'appelle pour le rugby, Marcoussis sont à côté, et qu'il y a une pression des médias pour que ça soit sur Paris, etc. Que pour des raisons, je dirais, presque génétiques, il y a toujours un match à Marseille, etc. Donc on va mettre 350 à 400 millions d'euros. Rien que pour le stade, plus les transports, pour accueillir de temps en temps un match international, sachant qu'en plus, moi, depuis que je suis au sport, on a accueilli une fois l'équipe de France de foot, une fois l'équipe de France de rugby, etc. Donc moi, je crois que ça me paraît pas un investissement raisonnable. Moi, alors, je voulais juste... il y a eu l'incise Moudinque tout à l'heure. Je voulais juste dire à nos spectateurs et à nos téléspectateurs et aux auditeurs que Moudinque a soutenu la pétition pour Henri Guénaud à l'Assemblée nationale, donc contre le travail des juges indépendants, contre le travail de la police. Monsieur Moudinque s'inscrit dans cette lignée-là, un petit peu sarkozyste à tendance berlusconienne d'estimer que les juges sont tous, encore une fois, de dangereux bolcheviques adversaires de la droite. J'ai une dernière question, moi. Je ne sais pas si on a le temps, s'il peut me répondre par oui ou non. Alors vite fait. C'est sur les transports publics et notamment la gratuité qui avait été prévue à la précédente campagne. En cette période de crise où les budgets sont serrés et voire dans le rouge dès le 15 du mois, est-ce que ça fera partie des engagements de campagne de la prochaine mandature Cohen, et est-ce que cette fois-ci ce sera tenu sur la gratuité pour certaines personnes de pouvoir se déplacer, aller à la fac, aller au lycée ou aller au travail tout simplement? Je ne peux pas répondre par oui ou par non à cette question. Je vais le faire très rapidement. On avait effectivement proposé la gratuité pour les moins de 26 ans. Pour des raisons financières, on a renoncé provisoirement à cette mesure au profit d'un abonnement mensuel de 10 € qui connaît un succès fou. Auprès des jeunes, ce qui prouve bien qu'il y avait une volonté. On aurait aimé aller plus loin, on ne peut pas, mais je pense que le pas qu'on a fait que Toulouse aujourd'hui est la ville de France où les transports pour les moins de 26 ans sont les moins chers, et donc c'est effectivement une satisfaction, même si on n'a pas complètement revendiqué. J'entends pas un jeune venir nous le reprocher, ceci étant. François Briançon, on termine cette émission. Est-ce que ça vous dérange si on vous dit que vous faites partie du premier cercle de Pierre Cohen? Non. Enfin, moi, Pierre Cohen est à la fois un ami, quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration pour son travail, et oui, on peut dire que je suis un de ses proches, oui, ça ne me dérange pas du tout. Alors maintenant qu'on va rentrer dans cette campagne municipale, vous le sentez dans quel état d'esprit? Oui, très combatif, très serein et très combatif. Vous avez peur de qui?
Enfin, c'est le suffrage universel. Une élection, c'est pas un moment de peur, c'est un moment de rencontre, de conviction, de débat. Donc nous, on est, voilà, pour l'instant, on est au travail. On n'est pas dans la campagne électorale. On verra ça en 2014, en janvier. Pour l'instant, on est dans le boulot de tous les jours. Mais voilà, après, on aborde ça de façon très sereine, en tout cas pas avec peur. Alors, la droite est rentrée en campagne. Oui, c'est normal. On faisait pareil que nous quand on était dans l'opposition. Alors vous, le discours, c'est de dire, aujourd'hui, nous sommes encore dans l'action. Ah oui. La campagne, c'est pour la rentrée, plus précisément quand Pierre Cohen sera officiellement investi par le Parti Socialiste. Alors il sera investi par le Parti Socialiste fin octobre, oui. Ouais. Donc il y aura le vote des militants en octobre. Et confirmation par le Parti Socialiste début novembre. Début novembre, convention nationale, c'est ça. Ça veut dire que la campagne, pour vous, elle commencera là ? Oui, la campagne, je ne vais pas vous dire qu'on n'y passe pas, mais je veux dire, honnêtement, on est aujourd'hui à 100% dans le travail parce qu'il y a encore des choses à faire, on n'a pas fini, etc. La campagne, elle débutera réellement pour nous au mois de janvier. Stéphane, tu avais une question à poser pour terminer par rapport à un ami de Johan qui s'appelle Christophe Borgel. Oui, la question, elle est simple. Dans les Alpes-Maritimes, on constate qu'il y a un duel entre Éric Ciotti et Estrosi. Est-ce qu'à Toulouse, il y a un duel entre toi et Borgel ? Ah non, pas du tout. Christophe, c'est direct. Oui. Non, Christophe, c'est un copain de longue date. C'est quelqu'un avec qui beaucoup de gens sont pas gentils en ce moment. D'ailleurs, la chronique de Johan aujourd'hui me paraît... sur le fond, on peut dire ce qu'on veut, je veux dire, en politique, mais voilà, me paraît pas faire avancer le débat de façon... l'essentiel n'est pas là, et je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort pour élever le niveau. C'est quelqu'un qui a du talent, Christophe Borgel, qui le met aujourd'hui dans des circonstances politiques qu'il n'a jamais niées, qui sont celles d'un parachutage, pour appeler un chat, il le met au service d'un nouveau département, où aujourd'hui il fait sa vie, qui est la Haute-Garonne, et bon, c'est un renfort pour nous tous, et c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, pèsera, comptera... Vous pensez que c'est un parachutage mieux réussi que celui de Lionel Jospin ? Enfin, il est devenu Premier ministre, Lionel Jospin, après son parachutage. Donc, ça laisse de l'espoir à Borgel. C'est tout le mal que je lui souhaite. Vivement le prochain remaniement. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Messieurs les chroniqueurs du Journal Toulousain, on vous retrouve chaque semaine avec vos chroniques donc, qui font parler, qui font le buzz sur le net, sur le journaltoulousain.fr et bien sûr Stéphane Beaumont ainsi que Patrick Aubin dans nos colonnes, version papier toutes les semaines. Merci à tous et à très bientôt sur la web TV du Journal Toulousain et sur les ondes de Radio Axe Sud. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook.